Bonjour à toutes et tous, bienvenue tout le monde et à nos invités que Kevin Irigi va bientôt présenter. On va présenter la séance. Je suis Patrick Astel, je suis coordonnateur scientifique de la chaire Transformation des organisations et du travail qui co-organise cette rencontre. Donc la chaire de Transformation des organisations et du travail a été créée en décembre 2022. Le titulaire est Henri Bergeron. Il n'a pas pu être là ce soir pour cause de force majeure. La chaire est un lieu d'échange en fait, et de recherche qui vise à faire dialoguer à la fois des académiques, des chercheuses et chercheurs et des experts intéressés par la transformation des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Les partenaires de la chaire sont à la fois la CNSA, la direction de la transformation de l'action publique et de l'administration publique, la DGFAP, du ministère de la fonction publique, le groupe Vive et le groupe Orange. Voilà. Donc ce sont des partenaires qui soutiennent les activités de la chaire. Donc il y a des activités de pure recherche, des activités de valorisation. Pour le moment, on n'a pas encore publié, mais bientôt, il va y avoir des publications. Et on organise aussi des séminaires avec des partenaires, dont Carnepsy aujourd'hui. Et donc, on s'est engagé avec Carnepsy et par l'intermédiaire de Kevin Irigi et David Mühlmann aussi, qui participent à l'organisation de ces séminaires. Donc, un cycle, a priori, de 5 séminaires autour des organisations et des troubles psychiques qui cherchent à travailler les multiples liens en fait, entre les organisations et les troubles de santé mentale. Donc, il y a eu une première session inaugurale en mai que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'intéressait, le titre c'était de la Société du malaise à la Société de la résilience. Donc il y avait Boris Cyrulnik, Alain Ehrenberg et Marie-Rose Moreau. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette séance en replay. Cette fois-ci, donc, comme vous le savez, on va parler des institutions psychiatriques face à une crise multifactorielle. Donc, sans attendre, je passe la parole à Kevin pour qu'il présente à la fois la séance et nos invités. Merci Patrick, merci à Sciences Po, à la chaire de transformation des organisations de nous accueillir ici. C'est un lieu qui est important pour les soignants aussi d'être entendus ailleurs que dans leurs institutions. Lorsqu'on a organisé ce cycle de conférences, la journée d'aujourd'hui était la plus importante à nos yeux, je crois. Parce que la crise de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie est un phénomène indiscutable et que nous ne voulions pas répéter pour la énième fois ce que l'on sait et ce que l'on ressasse inlassablement depuis des décennies. L'idée, c'était d'insister sur les causes pour prendre la mesure d'un phénomène structurel, de rentrer dans le détail, en conviant aujourd'hui 4 intervenants qui, à partir de 4 points d'observation très différents, vont nous décrire et nous donner à ressentir et à voir comment la psychiatrie a changé et éventuellement, en tout cas j'espère que ça finira comme ça, qui nous donneront aussi à comprendre comment on peut essayer de transformer encore les institutions soignantes et de créer des dispositifs dans une perspective moins pessimiste que le crépuscule de la psychiatrie le laisse penser. Alors, nous accueillons aujourd'hui Juliette Méadel, qui est ancienne ministre, conseillère référendaire à la Cour des comptes et élue locale. Elle interviendra sur le rôle des pouvoirs publics et à partir d'une analyse, notamment du rapport de la Cour des comptes de 2023, auquel vous avez contribué. Interviendra ensuite Julia Legrand, vous êtes sociologue, vous publiez en janvier un livre qui s'appelle « Soigner les fous sans les guérir », qui paraît au PUF. Pierre Delion, vous êtes professeur émérite de pédopsychiatrie à l'Université de Lille, pédopsychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la psychothérapie institutionnelle. Et interviendra en tout dernier Isabelle Sabalim, vous êtes chef de service à Sainte-Anne et vous avez créé un dispositif pour les adolescents qui s'appelle Attrape, dont vous allez nous parler. Alors ma première question pour rentrer dans le vif tout de suite s'adressera à Juliette Méadel. Que font les pouvoirs publics face à cette crise de la psychiatrie, à part commander un rapport tous les 2 ans, aussitôt rangé dans les tiroirs? Merci beaucoup pour cette question
fort encourageante. Je me sens à l'aise là d'un coup. Merci en tout cas plus sérieusement pour votre invitation et je suis à la fois heureuse et honorée d'intervenir devant vous. Alors évidemment vous allez vous demander ce que je fais là parce que je suis ni pédopsychiatre, ni psychologue, ni sociologue des organisations, mais juste passionnée par la psychanalyse, la pédopsychiatrie et très admirative aussi du travail qui est mené par les soignants que j'ai abordé et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire du point de vue institutionnel comment se vit la construction d'une politique publique de santé et en particulier dédiée à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie. Alors la première appréhension que j'ai eue d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire depuis le gouvernement, des enjeux de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, c'est quand j'étais chargée de l'aide aux victimes d'attentats et de catastrophes naturelles et d'infractions pénales et de viols, enfin toutes choses tout à fait traumatisantes. Et que j'ai constaté depuis l'intérieur du gouvernement que en mettant en place 25 mesures tout simplement d'accompagnement des victimes de traumatisme, et en particulier des enfants, le champ finalement était complètement neuf et n'avait pas été investigué sur le plan politique ni pris à bras-le-corps. Et ça m'a paru assez ahurissant d'avoir à se battre, puisque j'ai dû me battre, pour juste faire reconnaître que oui, il fallait rembourser 20 séances d'accompagnement psychologique pour les victimes de l'attentat de Nice. Et oui, il fallait des accompagnements dédiés, avec notamment l'hôpital de Lanval et la pédopsychiatrie de Madame Ashkenazi, pour s'adapter aux demandes des parents et des enfants. Et vous voyez, j'étais assez surprise à cette occasion-là, donc en 2016-2017, de voir que ce qui nous semblait évident, en fait, ne l'était pas du tout dans le champ politique. Et je constate quand même avec plaisir qu'aujourd'hui, on est aussi là parce que la santé mentale est une grande cause nationale. Donc pourquoi ne pas s'en réjouir après tout dans cet océan de mauvaises nouvelles? C'est quand même bien qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, il y ait cette grande cause nationale, même si ça ne signifie pas qu'on va débloquer des milliards d'euros demain, mais ça dit quand même qu'une mobilisation, au moins en termes de communication publique et politique, une mobilisation va pouvoir être engagée comme lorsqu'à chaque fois que l'on crée des grandes causes nationales. Parce qu'une grande cause nationale, ça a quand même une définition légale et ça dit qu'il va y avoir une mobilisation, des campagnes, etc. Alors en 2 mots, je vais vous parler de ce que nous avons examiné avec mon équipe à la Cour des comptes en 2023. Et je vois mes 2 excellents stagiaires de Sciences Po qui sont dans le public et que je remercie d'être là. Puisque nous avons travaillé sur la pédopsychiatrie et qu'il y a plein de points communs avec la psychiatrie. La Cour avait fait un rapport sur la psychiatrie en 2021 et puis le nôtre qui date de 2024. Juste un petit chiffre, en 2024, le budget alloué à la psychiatrie, en fait, fait partie des 28 milliards d'euros de crédits globaux dédiés aux établissements de santé. Donc c'est pour vous dire, on est dans les 28 milliards d'euros de crédits globaux dédiés aux établissements de santé et que ce budget-là est stable au fond depuis 2023. Alors, il faut dire quand même que, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je vais juste en donner quelques-uns, que les dépenses totales qui sont consacrées à la santé mentale relevant de la psychiatrie et des traitements, c'est à peu près 26 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est 14% des dépenses totales de santé. Donc 14% des dépenses totales de santé, sachant que ce sont des dépenses qui interviennent après, en masse, les dépenses liées aux maladies cardiovasculaires, aux AVC, etc. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus le premier poste de dépenses pour les dépenses totales de santé. Qu'est-ce qu'il y a dans les 26 milliards d'euros? Ne regardez pas tout de suite le tableau derrière, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a dans les 26 milliards d'euros? Qu'est-ce que c'est la dépense en matière psychiatrique? C'est en fait essentiellement le traitement dans les établissements publics de santé, mais aussi les traitements chroniques par psychotropes et l'ensemble des traitements pour les troubles psychotiques, les troubles névrotiques et de l'humeur. Alors, en nombre, la psychiatrie, c'est 2,4 millions de personnes prises en charge en établissement de santé. Et les troubles mentaux représentent un budget global de 19,3 milliards d'euros. Pour vous le dire en 2 mots, parce que j'en ai parlé avec Kevin avant de venir, il y a ce qu'on appelle maintenant un ONDAM, donc vous connaissez tout ça, qui est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Et dans l'ONDAM, en fait, qui est fixé par le Parlement chaque année, parce que le Parlement se dit on va pas continuer à dépenser de plus en plus chaque année sans savoir où on va, donc on se fixe un objectif national de dépenses globales de l'assurance maladie. On va essayer de ne pas le dépasser.
Et dans cet objectif, il y a plein de sous-objectifs. Et dans les sous-objectifs, il y a un sous-objectif dédié à la psychiatrie. Ce qui est bien, parce que ça veut dire quand même qu'on va essayer d'identifier la dépense et qu'on va essayer de la suivre. Alors cet objectif-là, c'est bien d'avoir l'objectif, mais ce n'est pas encore suffisamment détaillé, mais c'est quand même un progrès, et donc je voulais vous le souligner. Alors en 2 temps, je vais vous dire d'abord la crise des soins psychiques appliqués à la pédopsychiatrie, et ensuite on verra dans un second temps, Kevin, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop longue, ce qu'on peut faire et quelles sont les pistes et les recommandations pour l'action, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors pour commencer quand même sur quelques éléments de diagnostic, vous voyez derrière moi qu'au fond, la situation n'est pas si pire, si je puis dire, puisque la France est quand même dans la moyenne des pays de l'OCDE pour la prévalence des troubles psychiques infanto-juvéniles. On va parler là essentiellement des enfants, enfin des jeunes. Elle est dans la moyenne, et vous voyez sur ce tableau-là qu'au fond, on est à une prévalence de un peu plus de 14% de troubles sur les 5-17 ans, ce qui présente finalement une situation qui est loin d'être évidemment enviable, mais enfin qui n'est quand même pas la pire. Ce qui est important quand on réfléchit ensuite en termes épidémiologiques, et c'est ce qui nous a frappé quand on a fait notre enquête, c'est de voir en revanche que, notamment au moment du Covid, les tentatives de suicide ont augmenté. Entre 2014 et 2020, la part dans la population des grands adolescents et des jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiques est passée, tenez-vous bien, de 5 à 22%. Donc c'est considérable, et elle a simplement doublé entre 2019 et 2020. C'est-à-dire que vraiment le Covid a donné lieu en fait à une espèce d'accélération des constats, en tout cas, de ces troubles psychiques. Et le Covid, d'après les enquêtes, a provoqué aussi une aggravation avec une augmentation des passages aux urgences pour des gestes suicidaires, surtout pour les 11-14, ce qui vraiment interroge sur cette tranche d'âge, et avec des taux de recours aux urgences pour les troubles suicidaires et les troubles de l'humeur qui ont cru de façon très importante. Certaines semaines, il y avait une augmentation de 140% des passages aux urgences pour ce type de troubles, ce qui est considérable. Alors évidemment, ces chiffres illustrent aussi une ampleur des besoins en santé mentale, et c'est l'une des difficultés des pouvoirs publics, c'est que ce que je vous ai donné là sur ces chiffres, nous les avons élaborés, nous, avec beaucoup de difficultés, parce que le suivi épidémiologique des troubles n'est pas du tout satisfaisant, que ce soit à Santé publique France ou même à la DGS, d'autant que vous connaissez tous par cœur les problématiques de classification des troubles. Alors nous avons, avec mon excellente équipe, recréé une espèce de gradation des troubles psychiques. Entre eux, vous voyez là derrière moi, vous voyez les troubles légers jusqu'aux troubles les plus importants et les plus sévères. Et on a réussi à élaborer avec cette pyramide, pour laquelle d'ailleurs on a bénéficié aussi de l'expertise de Bernard Gols, on a réussi à élaborer au fond une répartition des troubles selon la gravité. Alors, c'est très compliqué à faire parce qu'on a été obligé de croiser un certain nombre de données, mais globalement, c'est ce qui permet de dire que 1,6 million de jeunes touchés par les troubles psychiques chaque année se présentent selon à peu près cette répartition des troubles, et j'en viens ensuite au point clé de l'organisation des soins, que l'organisation des soins n'est pas adaptée à cette répartition par gravité du trouble. Et c'est tout l'enjeu de l'organisation des soins, puisque sur ces 1,6 million de jeunes qui sont affectés en France par des troubles psychiques, il n'y en a que la moitié, je dis bien la moitié, qui ont accès à une solution de soins. Donc la moitié, ça veut dire qu'il en reste une autre moitié qui est venue soit une fois puis qui n'est plus jamais revenue, soit qui est complètement passée à côté des radars. Alors, c'est le milieu de ma deuxième partie. Est-ce que ça veut dire que l'offre de soins en France est complètement inadaptée? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un désert psychiatrique, comme certains le disent? Non, ça ne veut pas non plus dire ça, puisque nous avons quand même la chance en France d'avoir la logique du secteur, qui est quand même une merveille de notre pays, parce que ça donne quand même le droit à tout un chacun d'avoir accès à une solution de soins, et que nous avons fort heureusement les CMP et les CMPIJ qui ont cette mission d'accueil, d'évaluation aussi, mais aussi d'accueil de tous ceux qui s'y présentent. Sauf que globalement, les CMP sont embolisés. Je ne veux pas être trop longue, mais ce que nous avons réussi à démontrer dans notre rapport, c'est que, et vous le voyez très très bien sur ce graphique, c'est que les CMP sont la porte d'entrée en première intention pour les troubles, et qu'on se retrouve avec une grosse partie des actes qui sont des actes
qui interviennent au moment de l'évaluation. Donc vous voyez que c'est dans le graphique derrière moi, le 1 à 2 actes qui prend l'essentiel en fait du temps de CMP. Nous avons fait ça avec un cas précis de CMP, et où vous vous rendez compte que le temps essentiellement est consacré à de l'évaluation, et que le suivi, en réalité, qui devrait être réservé, puisqu'en CMP il y a des compétences, le suivi pour les troubles graves, au fond, prend beaucoup moins de temps au CMP, ce qui est dommage, parce que ça embolise pour une évaluation qu'on pourrait essayer de faire, je dis bien avec beaucoup de précautions, en premier recours. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Le premier recours aujourd'hui est lacunaire. Pourquoi ? Parce que les médecins généralistes sont évidemment pas formés, que les pédiatres, il n'y en a plus beaucoup, qu'il y a de moins en moins de pédopsychiatres libéraux, et on y reviendra tout à l'heure, et que les psychologues sont là depuis trop peu de temps dans le champ de l'assurance maladie, consultation non remboursée, égale d'une difficulté aussi pour eux d'arriver en première intention. Donc, les CMP, dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus assez de pédopsychiatres et plus assez de ressources, devraient être en réalité, et c'est ce que nous avons essayé de montrer, devraient être quand même essayer de les réserver pour les cas les plus critiques, en essayant comme ça de mettre en place ce que le Code de la santé publique appelle la gradation des soins. Alors c'est un terme hyper administratif, la gradation des soins, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on va essayer d'adapter l'offre de soins à la gravité du trouble. Vous allez me dire, c'est pas possible, quand un jeune arrive et qu'il a peur des araignées, on ne sait pas s'il a peur des araignées parce que juste il a une petite angoisse, ou si en réalité ça ne révèle pas un trauma beaucoup plus lourd. Tout à fait d'accord. Donc ce que nous avons dit, c'est qu'il faut essayer d'avoir une porte d'entrée dans le système de soins qui soit la plus qualifiée possible, mais il faut aussi faire en sorte que le système soit suffisamment fluide pour que ceux qui ont vraiment besoin d'un suivi sérieux et qui sont les cas les plus graves restent dans la consultation et soient suivis et puissent aller jusqu'au bout. Or, on s'est aperçu que ça n'est pas le cas et qu'il y a une grosse partie des patients en grave difficulté qui ne reviennent pas en CMP après la première ou la deuxième consultation. Et ce n'est pas forcément ceux qui ont les troubles les plus légers. Alors, comment on en est arrivé là ? L'offre française en fait, de pédopsychiatrie, qui se situe dans la moyenne européenne, nous montre quand même qu'on a une diminution du nombre de pédopsychiatres, et que le virage ambulatoire, le fameux virage ambulatoire, a conduit quand même à des fermetures de lits assez considérables qui ne nous ont pas aidés. Les chiffres sur les fermetures de lits sont conséquents. Globalement, en matière psychiatrique, on est passé de 67 100 à 18 400 entre 87 et 2019, soit une réduction de 73% pour toute la psychiatrie en France. Donc c'est considérable. Et une fois que je vous ai dit ça, je voulais quand même vous parler aussi un tout petit peu de la dépense. Parce que la dépense en matière pédopsychiatrique et psychiatrique, c'est le secteur public essentiellement qui la supporte. La pédopsychiatrie se fait très peu en ville. Il commence à y avoir des établissements privés, mais vous voyez sur le tableau qui est derrière moi que vous voyez la première ligne, les établissements publics et les ESPIC, c'est 89% de la dépense publique en pédopsychiatrie. Et donc, vous voyez que sur le total des dépenses de santé, les 1 800 €, les 1 800 061 représentent 89% du total de la dépense. Et vous voyez que les ESMS, qui sont les établissements sociaux et médico-sociaux, représentent eux aussi un petit tiers du total. Tout ça pour vous dire que c'est le secteur public aujourd'hui, et ce sont les établissements publics hospitaliers qui ont la charge essentiellement des troubles. Ce qui dit quelque chose quand même sur l'augmentation de la dépense. Et enfin, sur les personnels compétents, qui sont de moins en moins nombreux. Vous connaissez, je suis sûre, tous les chiffres du nombre de psychiatres et de pédopsychiatres. Juste pour vous dire, le nombre de pédopsychiatres est passé de 3 113 en 2010 à 2039 en 2022, soit une diminution de plus d'un tiers. Et l'avenir est assez sombre, puisque 37% des médecins compétents en pédopsychiatrie, je me réjouis d'avoir une jeune à ma droite, sont âgés de plus de 72 ans et sont des retraités actifs en 2022. Donc si 37% des pédopsychiatres sont âgés de plus de 72 ans aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et enfin, 10 départements n'ont plus de pédopsychiatres. Comme il me reste plus que 5 minutes, je vais consacrer les 5 dernières minutes à qu'est-ce qu'on fait, comment on en sort. J'avance un peu vite, vous avez remarqué que je vais aller très très vite. Qu'est-ce qu'on sort ? Qu'est-ce qu'on en sort ? Comment on sort de là ? D'abord, la grande mobilisation, c'est pas que des vœux pieux. Pourquoi ? Parce que dire c'est juste une question d'argent public,
alors qu'on est quand même à des situations de déficit et d'endettement de 112% du PIB, je pense que ce ne serait pas du tout raisonnable. Enfin, on pourrait s'amuser, se payer de mots, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est qu'on essaye au contraire de réfléchir à comment on peut essayer de faire presque mieux, je dirais, dans la situation actuelle. Parce que si on se dit qu'il nous faut 3 milliards d'euros, franchement, on va avoir du mal à les avoir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble 5 minutes à qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses. Il y a des choses pas très chères à faire. Bon, mieux former les professionnels de première ligne, c'est pas complètement évident, mais c'est pas très cher. Il faut convaincre les médecins généraux, les généralistes. Les formations existent. Bon, renforcer les moyens dans les territoires sous-dotés, vous allez me dire, ça coûte cher. Pas tant que ça. Parce que des lits de crise, les lits pour les services de pédopsychiatrie, en nombre, c'est pas si considérable. Et même la Cour des comptes a dit qu'il fallait dépenser un peu plus. Mais c'est pas des dépenses structurelles considérables. Et les équipes mobiles non plus. Parce que les équipes mobiles, c'est aussi de la réorganisation interne à l'intérieur même de l'hôpital et du repositionnement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des problématiques de coordination. Par exemple, les maisons des adolescents, donc les MDA, il y a 118 maisons des adolescents en France, donc il y en a à peu près une par département, sont quand même des lieux avec du soin, de l'accompagnement, de l'accueil. Simplement, il faut mieux les coordonner et peut-être davantage les piloter sous l'autorité du secteur, c'est quand même toujours mieux, mais faire en sorte qu'elles puissent faire partie de l'offre de soins et que le soin ne soit pas organisé en silo. Aujourd'hui, on a quand même constaté qu'il y a 36 portes possibles d'entrée. Un peu de coordination, nous avons proposé ça dans le rapport, permettrait de faciliter la vie des parents, des familles et des enfants. Système de guichet unique, c'est ce qu'on a proposé. Maison des enfants, c'est des familles. Guichet unique avec un bon accompagnement et ensuite une orientation dans les dispositifs de soins qui existent aujourd'hui. Tout ça sous l'autorité du secteur, je répète, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir une supervision pédopsychiatrique. Et puis un pilotage, alors ça c'est purement administratif, un pilotage plus efficace. Je vous passe les détails, mais il y a toute une série de superpositions de gouvernance nationale, régionale, qui manquent avec une bureaucratie sans nom, avec de la littérature des PTSM, qui sont les plans territoriaux de santé mentale, qui sont très très bien pour mobiliser tout le monde, mais qui mobilisent un temps fou dans les ARS. Donc on peut simplifier tout ça, c'est très bien, mais on peut essayer de le simplifier. Et donc nous avons proposé de fixer 3 ou 4 grands objectifs nationaux dans le cadre d'une grande cause nationale pour la pédopsychiatrie. Et enfin, et j'en terminerai par là, la valorisation des professionnels du secteur qui nous paraît fondamentale. Les pouvoirs publics ne savent pas comment rendre la pédopsychiatrie attractive. Il y a eu les assises de la pédiatrie, etc. Ça fait 4 ans que systématiquement tous les ministres de la Santé disent comment on fait pour attirer plus de pédopsychiatres. Vous allez nous dire ça, vous qui êtes sur le terrain. Nous avons proposé en fait de doubler le nombre d'étudiants formés à la pédopsychiatrie dans la recherche. Mais comment on fait pour qu'ils choisissent psychiatrie et pédopsychiatrie à l'internat, compte tenu du fait que les conditions d'exercice sont dures à l'hôpital et qu'en libéral, c'est très, très compliqué d'être pédopsychiatre, mais vous nous direz ça. On a proposé d'augmenter la rémunération. On a proposé d'augmenter le budget de la recherche en pédopsychiatrie et en psychiatrie, parce qu'on est beaucoup moins fort que les Américains en volume. Et enfin, la clé, c'est quand même de renforcer l'intervention des psychologues, qui doivent être, et c'est notre recommandation, totalement intégrés dans le parcours de soins, à condition de bien les sélectionner, de valoriser les psychologues cliniciens formés aux troubles psychiques infanto-juvéniles, et surtout de mobiliser aussi des IPA, qui sont des infirmières de pratique avancée formées. Voilà, j'en aurais terminé, et je voulais simplement vous dire que l'avenir n'est pas si noir, que nous avons quelques points de force en France, notamment notre culture du soin, qui, contrairement à plein d'autres pays, ne se résume pas à l'approche automatisée, neuroscientifique, et qui sait faire aussi des approches intégratives en valorisant tous les aspects de la construction psychique des enfants, et que cette particularité française est quand même, je trouve, un de nos points de force par rapport à l'étranger, et ne fait pas de la France un pays si désespérant que ça. Merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation très très complète et très documentée. Alors c'est formidable parce que vous nous donnez la transition immédiate avec l'intervention de Julia Legrand, qui va rentrer dans le détail de la question de l'engagement et du désengagement des soignants face à des conditions de travail défavorables, délétères même. Merci beaucoup, merci pour l'invitation à parler de ce sujet. Alors effectivement, c'est une très bonne transition parce que j'allais parler du recrutement des psychiatres, en psychiatrie adulte plutôt.
Donc d'abord sur la base d'une recherche de thèse, qui est une recherche ethnographique que j'ai effectuée en psychiatrie publique, dans une unité fermée hospitalière et dans un centre médico-psychologique qui était associé, avec des entretiens aussi avec des représentants de la profession psychiatrique, donc des diverses associations et syndicats assez nombreux de la psychiatrie. Et vous pouvez nous dire où, juste pour qu'on situe c'est en Seine-Saint-Denis. Et au niveau des associations, c'est à l'échelle nationale, diverses orientations. D'ailleurs, un des éléments qui participe à la discussion, c'est le fait qu'il y a énormément d'associations de psychiatres, ce qui est pour moi aussi un reflet de la structuration du champ. Et également, donc cette présentation se base donc sur un projet CNRS. Donc il y aura beaucoup de littérature en sciences sociales, une étude de la littérature professionnelle, donc des controverses psychiatriques et des entretiens exploratoires avec de jeunes psychiatres. Donc c'est un projet, vous l'aurez compris, qui n'est pas encore abouti, mais qui se base surtout sur une littérature et des entretiens exploratoires. Donc on parle souvent on fait ce constat de la crise du recrutement et de la pénurie de psychiatres qui dure depuis de nombreuses années. En 2023, il y avait 30% de postes vacants d'après la Fédération française de psychiatrie. Cette pénurie de psychiatres, elle est due à un déclin général du recrutement des futurs psychiatres parmi les étudiants en médecine et par des formes de désengagement donc précoce d'étudiants en médecine qui se consacrent à la psychiatrie et qui finalement se désengagent avant d'entrer en poste. Donc je rappelle un des chiffres, c'est 50% des psychiatres en exercice aujourd'hui ont plus de 60 ans, donc ça dépend dans quel sous-champ, mais 72 ans, 60 ans. En tout cas, sur mon terrain, il y avait un certain nombre de psychiatres qui exerçaient alors qu'ils auraient pu largement partir à la retraite pour ne pas laisser plus de postes vacants. Et donc ce projet vise à m'intéresser spécifiquement aux démissions des psychiatres, démissions de poste ou démissions même de la profession, du métier, qui n'est pas nécessairement massive, quoique, mais qui en tout cas témoigne d'un sentiment de difficulté, de dégradation du métier et de dévalorisation du statut. J'utilise la formule de Sandrine Garcia qui l'utilise pour les enseignants qui vivent une crise similaire, donc un autre pan du public qui a vécu de nombreuses coupures budgétaires. Donc les conditions du désengagement, je vais en aborder deux. D'abord les conditions objectives de travail qui sont dégradées, notamment à l'hôpital public. Et puis, la manière dont on vit ces conditions de travail est très subjectif, je pense que vous en serez d'accord avec moi. Du point de vue sociologique, c'est relatif notamment aux caractéristiques sociales. Donc, on pourrait croire la psychiatrie relativement préservée du tournant managérial et d'austérité budgétaire, puisque c'était un sous-champ médical qui bénéficiait d'une enveloppe budgétaire globale, qui n'était pas soumis à la T2A pendant assez longtemps, ce qui n'est désormais plus le cas, puisqu'on constate que la psychiatrie subit tout de même des coupures budgétaires, et ça induit un travail pressé, ce que Godard et Volkoff appellent un travail pressé, et tout un tas d'autres d'éléments qui contribuent à la souffrance au travail, par exemple le fait d'avoir des tâches morcelées, le fait de ne plus avoir de collectif de travail. Donc ça, ce sont des phénomènes que j'ai étudiés avec une collègue économiste, Estelle Auger, pour les infirmières dans tout type de discipline, et en particulier en psychiatrie, il y avait une forme de désillusion par rapport au travail qui était due au fait qu'elle se projetait dans un sous-champ de la médecine qui était plus humain, ou qui aurait peut-être plus de moyens pour être dans une relation au patient. Et donc le constat de la dégradation des conditions de travail était particulièrement difficile à vivre. Et donc ensuite, il y a des démissions massives de postes qui reflètent cette crise de la psychiatrie structurelle. Par exemple, là, en 2011, 16 des 18 chefs de pôle d'un hôpital psychiatrique d'Île-de-France ont démissionné, donc une démission massive. Ils ont fait un communiqué qui expliquait que c'était suite à la politique gestionnaire du directeur. Plus récemment, en 2020, 10 psychiatres démissionnent aussi en même temps d'un hôpital dans le Vaucluse pour ne plus assister aux réunions concernant les restrictions budgétaires. Donc voilà, on voit qu'il y a des phénomènes comme ça de démission de postes spécifiques pour lutter contre la situation. Alors ensuite, ces dispositions individuelles, donc les différentes formes de socialisation et les caractéristiques sociales, ont un impact sur la manière dont on vit les choses. Donc en sociologie, souvent, on va considérer que le déclassement social est source de souffrance. Et là, on peut observer une forme de déclassement particulier, parce que ce n'est pas un changement de position sociale, mais c'est ce que Sarzier appelle un déclassement immobile, c'est-à-dire que les personnes restent en poste dans le même établissement qu'autrefois. Tout est exactement pareil, sauf qu'il n'y a plus autant de moyens, et donc tout est différent.
Là, j'ai pas encore de résultats là-dessus, mais ce que j'aimerais explorer également, c'est si ce sentiment est relatif aux caractéristiques sociales, parce qu'on a des éléments intéressants sur le rapport au travail des personnes en fonction de leurs caractéristiques. Alors par exemple, pour ce qui est d'autres milieux professionnels, les femmes considèrent toutes choses égales par ailleurs plus positivement leur situation professionnelle que les hommes. Ça, c'est dû au fait, nous expliquent les auteurs de ce travail, que les femmes comparent leur situation professionnelle à la situation de leur propre mère, qui est souvent moins privilégiée que la position du père, alors que les hommes vont comparer leur situation à leur père PAIRS, c'est-à-dire à leurs collègues, et donc se sentir éventuellement moins bien lotis, pour le dire rapidement, que les femmes. Et puis, il y a aussi la capacité à accepter de moins bien faire son travail. Et ça aussi, c'est genré, puisque pour le domaine de l'enseignement, Sandrine Garcia a montré que les hommes acceptent plus facilement de ne pas faire bien, parfaitement leur travail, ce qui les protège en fait des conditions de travail éprouvantes. Donc ils adoptent en fait des stratégies de travail qu'on pourrait appeler déviantes, hein, et ça les protège au niveau de la santé mentale. Alors maintenant, je voudrais aborder un deuxième point qui est la crise institutionnelle, mais on va dire au niveau des savoirs et des croyances, plutôt que de l'organisation et des institutions solides, on va dire. D'abord, la fragilité intrinsèque des savoirs psychiatriques. Alors, dans une certaine mesure, elle est tout à fait classique. Les disciplines médicales, la science fonctionnent par crise, comme le dit un ancien président de la Fédération française de psychiatrie. Je crois que depuis sa création, la psychiatrie est toujours en crise, elle avance par crise. Donc c'est un fonctionnement par incertitude, avec des savoirs éclectiques qui caractérisent tout type de sous-champ médical. Et puis, on sait bien que la science évolue par crise et par révolution, par changement de paradigme, ce qui est un fonctionnement normal. Mais la question, c'est à partir de quand ces crises fragilisent une discipline. Alors, je me suis intéressée surtout là aux jeunes psychiatres, donc des internes, et des psychiatres qui venaient prendre leur poste. Et ils invoquent notamment le passage de leur formation universitaire à la pratique et des référentiels concurrentiels qu'ils ont pu intégrer et qui étaient source d'incertitude pour eux. Notamment quand il s'agit de faire un choix univoque, qui est de prescrire un médicament par exemple, alors qu'il y a différents référentiels. Donc là, évidemment, il y a les classifications, disons, administratives et scientifiques classiques, comme la classification internationale des maladies, le DSM, qui font pas forcément, qui sont pas toujours utilisées. Sur le terrain que j'enquêtais, les références étaient plutôt des catégories empiriques, utilisées. C'était un savoir-faire qui était assez ancien, classique, des références psychopathologiques, une approche clinique en fait qui se faisait aussi par l'expérience de terrain, quoi. Et donc pour certains de ces jeunes psychiatres, il y avait une forme d'inconfort à ne pas avoir de référentiel clair. Et pour les psychiatres plus âgés qui les encadraient, ils pouvaient voir leur expertise remise en question par ces jeunes étudiants qui invoquaient leur savoir venu de l'université. Donc il y a deux types de cultures qui s'opposent en psychiatrie, donc ce qu'on a appelé la psychiatrie biologique et l'approche, on va dire, psychothérapeutique, pour le dire rapidement, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait aussi simple. Mais voilà, il y a des controverses qui s'organisent sur le fait qu'il y a une psychiatrie qui serait sans esprit et une psychiatrie sans cerveau. Et ça, d'un point de vue scientifique, ça trouve son origine même dans l'étiologie, donc la cause des troubles. Bien sûr, les causes des troubles mentaux sont multiples et il y a une volonté intégratrice, on l'a dit tout à l'heure, des savoirs, mais qui souvent se résume surtout à un traité de non-agression et il n'y a pas toujours de dialogue entre différents savoirs. Donc ce flou diagnostique de la psychiatrie, il a été critiqué de longue date, c'est aussi un fonctionnement normal d'une discipline et d'une science. Mais plus récemment, il est de l'intérieur, et donc j'ai pu étudier la littérature des psychiatres eux-mêmes, où il y a plusieurs travaux qui considèrent que cette absence de consensus diagnostique est source de confusion, et notamment qui font le lien avec les désengagements des plus jeunes. Et puis je trouve un symptôme assez significatif de cet élément-là, c'est des papiers qui appellent à la fusion de la neurologie et de la psychiatrie, alors que cette séparation historique a été fondatrice pour la discipline. Le deuxième élément central pour les jeunes psychiatres, c'est aussi le sentiment des limites de l'efficacité thérapeutique des traitements, notamment médicamenteux. Donc Becker
définit le sentiment du travail bien fait comme le constat que nos actions ont provoqué un changement visible et positif sur celles et ceux dont on s'occupe. Les travaux d'histoire d'Hervé Guillemin montrent que depuis les premiers neuroleptiques, les maladies psychiatriques sont chroniques, donc il y a des rechutes, etc. Et les travaux plus récents montrent que, en raison du manque de lits d'hôpitaux et du travail pressé, les sorties de l'hôpital se font de plus en plus rapidement, ce qui crée en fait de plus en plus de rechutes. Donc c'est le phénomène de porte battante, avec donc des rechutes plus fréquentes et une stabilisation hors de l'hôpital plus difficile. Et là, il y a une congruence entre l'injonction à l'autonomie et l'injonction budgétaire, qui n'est pas forcément favorable à une approche thérapeutique. D'un autre côté, on a des substances qui sont des substances innovantes qui sont pas vraiment nouvelles finalement. On a de nouvelles formes galéniques pour des traitements, mais ça fait quelques dizaines d'années qu'il n'y a pas de nouveaux traitements. En tout cas, il n'y a pas de panacée qui guérit de manière, qui a un nouveau fonctionnement qui guérit de manière flagrante. Là, je me base notamment sur le témoignage d'un psychiatre hospitalier qui donc je vous laisse lire la citation, mais il y a effectivement une meilleure efficacité, une meilleure tolérance, moins d'effets secondaires, mais depuis quand n'avons-nous pas vu apparaître une classe thérapeutique nouvelle agissant sur une cible pharmacologique nouvelle avec un mécanisme thérapeutique nouveau? Donc il dit en fait ça fait 40 ans, en 2013, donc voilà, depuis un certain moment. Je vous donne un peu plus de chair, on va dire, à toute cette discussion, avec cet extrait d'observation donc, sur mon terrain. Donc là, c'était dans l'unité fermée hospitalière, et je suivais l'interne en psychiatrie. Et elle avait 2 référents. Elle avait un référent qui était un psychiatre assez âgé, qui était passé par des urgences psychiatriques, et qui avait toujours exercé, sinon, à l'hôpital public, dans des unités fermées plutôt, et au CMP, bien sûr. Et l'autre encadrant, qui est un psychiatre plus jeune, qui a été formé en Afrique initialement et qui se destine à une carrière universitaire. Alors le premier a plutôt des références psychopathologiques, une approche empirique, il décrit des tableaux cliniques de manière extrêmement fine. Le second se fait référence plutôt à une littérature plus récente, il se réfère au DSM, il invoque les articles de PubMed les plus récents, etc. Et donc cette interne, qui est plutôt, disons, elle a un manuel qui ressemble au DSM, mais c'est un manuel suisse qui est un peu différent, mais qui finalement fonctionne pas mal pareil. Elle se retrouve dans ce cas précis avec un dilemme professionnel. Donc elle prescrit un médicament qui lui a été conseillé par le psychiatre plus âgé. Et le psychiatre le plus jeune lui dit que d'après la littérature la plus récente, c'est une erreur. Et donc elle a l'impression d'avoir échoué, bien sûr. Et donc le plus jeune psychiatre relativise, non, c'est une discussion scientifique tout simplement, ne t'inquiète pas. Mais donc là, on voit très bien un des mécanismes précis qui peut mener aussi à une forme de désillusion ou de désengagement, en tout cas d'incertitude qu'il faut dépasser, qui n'est pas toujours dépassé, avec donc ces 2 encadrants avec des références théoriques, avec un passage à la formation universitaire, à la pratique de terrain qui n'est pas tout à fait la même chose, et puis des référents avec différentes formes d'expérience, différents niveaux d'expérience, et qui se rattachent finalement à différents sous-champs qui correspondent à 2 pôles de la psychiatrie. Donc finalement, la question, j'aurais pas forcément de recommandation extrêmement précise, mais la question c'est comment travailler et croire en son travail sans certitude, et se demander en fait quel impact ont ces recommandations contradictoires sur le recrutement des jeunes psychiatres. Pour objectiver un petit peu ou généraliser, on va dire, ce que je vous ai dit, il y a des travaux quantitatifs qui montrent que dans les principales raisons qui expliquent l'abandon des diplômés de médecine qui se destinent à la psychiatrie, ils invoquent l'amélioration faible ou nulle de l'état de nombreux patients, l'absence de base factuelle pour les diagnostics et les traitements, ainsi que des doutes sur l'efficacité de ces derniers. Donc on voit qu'ils font référence principalement au savoir et au traitement, plus que finalement l'organisation des soins, ce qui peut être un peu surprenant, mais voilà. Donc voilà, et donc pour ce projet qui est à venir, et pour conclure sur une note peut-être plus positive, il y a des formes de reconversion au sein de la profession, avec des formes d'aménagement de poste pour des psychiatres qui arrivent à bien faire leur métier en aménageant de bonnes conditions, mais disons que ce sont des initiatives plus locales et plus individuelles. Et puis il y a des reconversions en dehors du métier, notamment des psychiatres qui vont devenir porte-parole de la profession, mais qui quittent l'activité clinique, par exemple, qui vont s'engager dans des trajectoires de politisation, ou écrire des livres pour défendre finalement une certaine vision de la psychiatrie, et arrêter le travail de terrain.
Et pour ouvrir la discussion, structurellement, organisationnellement, comment renforcer la psychiatrie comme discipline et comme profession, je n'ai pas évidemment de réponse toute faite, mais on pourra en parler au moment des questions. Voilà. Je suis désolée, merci beaucoup, Julia Legrand, pour cette plongée dans la psychiatrie. Alors, on a ce soir un de ces psychiatres qui a beaucoup contribué à la discussion, à la réflexion sur la psychiatrie. Pierre Delion, qu'est-ce que la réflexion de Julia Legrand, puis celle de Juliette Méadel vous inspire? Qu'est-ce que vous diriez, vous, de la psychiatrie aujourd'hui? Merci de ces invitations et merci des deux topos précédents qui éclairent sous un angle singulier chacun des points de vue que vous avez évoqués. Et moi, je vais vous faire part du point de vue d'un très vieux psychiatre, 75 ans quand même, 51 ans de psychiatrie au compteur, donc vous voyez quand même, bon. La psychiatrie est dans un état absolument épouvantable parce que les trois fonctions qui sont essentielles en psychiatrie, c'est-à-dire accueillir la souffrance psychique de quelqu'un qui vient au contact d'un psychiatre pour dire je délire, j'ai des hallucinations, je vais me suicider, etc. Tous les trucs qu'on entend quand on est psychiatre. S'il voit que la personne qui l'accueille est en train de cocher des cases et qu'après 5 minutes, il lui a dit bon, faudra prendre tel médicament, et au suivant, il a l'impression qu'il n'a pas été accueilli comme il le souhaitait. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pas un jugement. C'est comme ça qu'il le vit, mais c'est comme ça qu'il me le raconte après coup. Donc l'accueil en psychiatrie, c'est fondamental. Et on voit bien, d'après ce qu'a dit Juliette Méadel, que par exemple dans les CMP, la moitié des gens qui devraient y aller n'y vont pas. Bon, donc ça, vous voyez déjà, au niveau de l'accueil, ça ne colle pas. Deuxième point très important, c'est humain, la psychiatrie. C'est une branche de la médecine, donc c'est humain. Mais c'est aussi une médecine qui est très particulière parce qu'elle est directement branchée sur le politique, qu'on le veuille ou non. Quelqu'un qui délire, par exemple, il a ce qu'on appelle une aliénation psychopathologique. Il a quelque chose qui fait qu'il délire. C'est peut-être génétique, c'est peut-être neuroscientifique, c'est peut-être psychopathologique, c'est peut-être anthropologique, c'est peut-être ethno, etc. C'est peut-être politique. Et quand finalement il est accueilli par quelqu'un qui est sensible à toutes ces dimensions-là, il a l'impression que quelque chose va pouvoir s'établir dans la relation avec le psychiatre à qui il raconte ses malheurs. Alors la relation ne peut donc pas être ôtée de la psychiatrie. On ne peut pas transformer les psychiatres en vétérinaires, c'est-à-dire des gens qui cochent les cases et puis qui disent tel traitement sans avoir parlé avec le patient. C'est quand même le fantasme d'un certain nombre de psychiatres modernes qui pensent que, au fond, bientôt, ChatGPT pourra remplacer le psychiatre et on sera tranquille, on n'aura plus besoin de faire des réunions comme ça. Bon, c'est pas complètement loin, ça. Bon. Donc, la relation humaine, moi, il se trouve que j'ai rencontré un type qui s'appelle Sigmund. Enfin, je ne l'ai pas rencontré vraiment, mais je l'ai lu beaucoup, j'ai travaillé, etc. Et c'est un type qui avait quand même éclairé la question de la relation de façon géniale, non ? Il y avait Pinel, d'abord, qui avait lancé au 19e siècle, fin 18e, début 19e, le traitement moral. C'était déjà une prise de position du côté de la relation. C'était pas suffisant, mais c'était déjà pas mal. Puis Freud est arrivé, a dit Pinel, c'est bien, mais quand même l'inconscient. Enfin bon, je vous raconte pas, puisqu'on est très contraint pour le temps. Bon. Je pourrais vous en parler longtemps parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Bon. Mais c'est quand même lui qui a éclairé la question de la relation de façon géniale au début du XXe siècle. Alors, il a opéré un concept génial qui s'appelle celui de transfert, qui permet d'étudier, on pourrait dire scientifiquement, au sens des sciences humaines, d'étudier scientifiquement ce qui se passe entre un patient qui souffre et la personne à qui il adresse sa souffrance. C'est ça le transfert. Bon. Il a étudié ça de façon géniale et il a produit un certain nombre de travaux qui permettent de tenir compte de ces avancées pour accueillir quelqu'un de façon accueillante et de façon humaine. Bon. Mais ça s'adresse aux névrosés occidentaux point moyen, ceux qu'on voit dans la série En thérapie. Mais pour tous les patients dont Juliette Méadel nous a dit quand même qu'ils représentaient à peu près la moitié, qui ont ce que j'appelle des pathologies archaïques, une personne qui les accueille, ça ne suffit pas. Un autiste, si vous croyez que vous allez le soigner tout seul, vous pouvez tout de suite vous rhabiller. Un psychotique chronique, etc. Non, vous n'y arriverez pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a d'un seul coup une équipe qui est nécessaire.
Et cette équipe, elle va être le sujet du transfert de ce patient sur l'équipe, sur plusieurs personnes de l'équipe. Et donc, il va y avoir une nécessité de réfléchir à plusieurs sur comment est-ce que chacun de nous en accueille une part du transfert du patient sur nous. Moi, je suis le mauvais objet, toi, tu es le bon objet, ils sont indifférents, etc. Bon, et si on ne se réunit pas pour dire, alors comment il te considère dans son monde interne ? Vous n'allez pas savoir que si vous êtes mauvais objet, c'est vachement bien, parce que pendant ce temps-là, il s'occupe des autres du côté du bon objet. Et c'est parce que vous regardez ça ensemble que vous comprenez ce qui se passe pour le patient. Donc, le travail essentiel, c'est celui de rassembler les parts éparses des pathologies archaïques qui sont envoyées dans le monde en attendant qu'un jour elles reviennent, mais qui dans la plupart des cas ne reviennent pas. Donc, vous voyez, cette notion-là est tout à fait essentielle. C'est un travail en équipe. Moi, je veux bien. Est-ce que tu peux expliquer pour nos collègues ou amis qui ne sont pas psychiatres ou psychologues ce que tu veux dire là ? Oui. Pour des sociologues ou des étudiants en sciences politiques. Vous avez compris, non ? Il faut que j'explique. Je vous l'explique en 3 minutes, en 2 minutes, en 1 minute. Je suis un petit bébé, je me réveille de ma sieste, maman, je pleure, maman m'attrape, me donne le sein. Ah, maman, formidable. Je fais ma sieste, je me réveille, je pleure, et maman ne vient pas parce qu'elle a autre chose à faire, elle est occupée, je ne sais pas quoi. Elle ne vient pas. Je pleure, elle ne vient pas. Mais quelle méchante maman quand même, hein. Bon. Le petit névrosé qui va connaître ça, il va progressivement passer de méchante maman et bonne maman à une maman, comme disait Winnicott, good enough mother, une maman adéquate sans plus. Et ça, c'est la névrose. C'est vous et moi. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. Bon. Si jamais vous avez une pathologie archaïque, ce lien-là, ce mixage entre les deux ne tient pas de façon solide. Le moindre inconvénient, le traumatisme, la dépression, je suis viré de mon boulot, enfin tous ces trucs-là qui arrivent à tous les concitoyens, d'un seul coup, paf, ça se remet en mauvais objet, bon objet. Je suis accueilli par des soignants, celui-là, tiens, la tête qu'il a, c'est mon mauvais objet. Celui-là, ah, j'adore, c'est mon bon objet. Si on ne réfléchit pas sur les deux ensemble, que ce malade utilise dans son monde interne pour l'aider à pouvoir avancer, on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour lui. Donc, si vous voulez, la psychopathologie est nécessairement institutionnelle dans les pathologies archaïques. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir ça dans la tête. Et puis, le troisième élément, et je vois que ça prend une importance considérable dans ce que vous avez dit l'une et l'autre, c'est que si on pense qu'il y a une vérité, hein, c'est un truc sur les croyances, bon, d'accord. Si on pense qu'il y a une vérité, d'un seul coup, on est converti à une religion. Mais si on pense qu'il y a plusieurs vérités, moi je pense qu'il y a plusieurs vérités. Il y a, toi tu penses ça, lui il pense ça, etc. Qu'est-ce qui a raison ? C'est pas le problème. C'est qu'on puisse chacun penser ce qu'on pense et échanger pour savoir si ça serait pas intéressant que ce qu'il pense, je puisse aussi l'intégrer parce que quand même ce qu'il pense c'est intéressant. Et d'un seul coup, on est dans un monde dans lequel il ne s'agit plus du silo dans lequel j'ai la vérité, mais il s'agit d'essayer de penser des articulations entre des sous-ensembles, d'un sous-ensemble plus général dans lequel chacun fait des avancées. On fait des avancées en génétique pour l'autisme, on fait des avancées en neurosciences pour la psychose, on fait des avancées en psychopathologie transférentielle pour toutes ces pathologies psychiatriques. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, la génétique et les neurosciences qui ont pris le pouvoir dans notre pays de France imposent à tous les autres que le troisième continent, la psychopathologie transférentielle, c'est obsolète, dépassé et qu'il faut le supprimer. Pourquoi les délégués interministériels passent dans ma bibliothèque du CRA de Lille et fait tomber les livres de psychanalyse de la bibliothèque en disant « foutez-moi ça au feu ». Vous vous rendez compte, dans un pays démocratique, soi-disant, ce qui se passe ? Non mais quand même, c'est un scandale sur le plan de la pensée même, de la liberté de penser. Donc une psychiatrie qui ne prend pas en considération la liberté de penser en premier, elle est vouée à l'échec. On a vu la psychanalyse qui croyait qu'elle était dominante à la fin du XXe siècle. Vous avez vu ce que ça a donné comme connerie. Bon, maintenant les neurosciences et la génétique croient qu'ils sont dominantes. Vous voyez les conneries auxquelles on aboutit. Ils prêchent des trucs formidables dans les recommandations de l'HAS. Et dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, vous qui travaillez dans les hôpitaux. Des contentions qui augmentent de façon exponentielle. Vous croyez que c'est le résultat qui est attendu par les neurosciences, ça ? Non, c'est la démonstration que si on y est avec une seule coordonnée, pour un domaine aussi complexe, on se plante assurément.
Alors voilà, moi, il me semble qu'une fois qu'on a mis ça en place, il faut en revenir à ce que Juliette Méadel nous a dit, qui est très important à mes yeux. La plus grande invention de la psychiatrie du XXe siècle, c'est la psychiatrie de secteur. C'est-à-dire une organisation dans laquelle, démocratiquement, chaque citoyen peut utiliser un service public pour traiter les maladies mentales qui sont les siennes, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau de pathologie et quelles que soient les urgences qui se présentent. Et cette psychiatrie de secteur qui a fonctionné à peu près correctement pour les plus anciens, entre 75 et 90-95, est devenue complètement ringarde, obsolète, parce que les gouvernants qui ne savent pas de quoi ils parlent dans ce domaine ont décidé que c'était pourri par la psychanalyse et qu'il fallait la supprimer. Alors vraiment, c'est incroyable, parce que c'est un système que nous envie le monde entier, la psychiatrie de secteur. C'est un système d'une justice tout à fait incroyable. C'est un système d'une possibilité d'articuler les différents champs de connaissances tout à fait incroyable. Et c'est un système qui permet la fluidité que vous appeliez de vos voeux, c'est-à-dire j'arrive en consultation, on fait un diagnostic de ce que j'ai, on fait des indications de soins, et en fonction de ma maladie, en fonction de mon évolution, je vais être pris en charge par cette équipe de façon variable en fonction de ce qui se présente comme pathologie. Vous voyez la tendance actuelle, c'est de découper les saucissons. C'est-à-dire, on fait une plateforme de diagnostic, on envoie se faire traiter chez les psychologues en ville, et puis etc. Et les gens ne savent plus à quel sens se vouer, parce qu'ils n'ont pas un référent avec qui ils peuvent discuter de « ouais, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, d'accord on fait ça, on va plutôt faire ça, moi j'aimerais mieux que je sais pas quoi ». Vous avez un diagnostic dans un endroit, on vous envoie se faire soigner ailleurs, puis on vous dit qu'il faudrait en plus faire de la pédagogie ailleurs, puis ensuite etc. Et puis en fait, les gens sont complètement perdus actuellement dans cette affaire-là. Donc il me semble que là, il y a une nécessité absolue de retour à l'organisation du secteur, mais à la condition que l'organisation du secteur soit portée par une réflexion profonde des équipes qui sont tout à fait capables de le faire. Elles l'ont montré, qui est la réflexion qui a été mise au jour, qu'on appelle les psychothérapies institutionnelles. Dans le 13e arrondissement de Paris, Paumel et toute sa bande, ils ont fait des trucs extraordinaires et ça continue. À la Borde, ils font des trucs extraordinaires. À Saint-Alban, ils ont fait des trucs extraordinaires. Et à Landerneau, etc. À Reims, ils font des trucs extraordinaires avec cette méthode de travail. Et on voit bien que quand il y a une méthode de travail qui permet de faire que la psychiatrie de secteur soit vivante, humaine, accueillante, ça donne des résultats extraordinaires. Et là, il me semble que les gouvernants actuels font une erreur profonde sur le plan éthique. Je suis étonné que le Conseil de l'ordre ne soit pas encore monté au créneau. Quand on dit qu'il faut faire un diagnostic là, puis il faut aller se faire soigner ailleurs, c'est une rupture fondamentale sur le plan éthique de l'acte médical. Quand je suis médecin, quelqu'un vient me voir en me disant « je souffre », vous avez sans doute tel type de dépression, vous avez tel type d'autisme, etc. Je fais un diagnostic. Je rappelle, diagnostic, étymologiquement, ça veut dire connaître quelqu'un en avançant avec lui dans le temps et dans l'espace. Ça ne veut pas dire poser une étiquette dans la collection de papillons. Eh bien, poser un diagnostic, ça veut dire on va aussi indiquer les soins. Et évidemment, dans cette démarche-là, il y a quelque chose de très humain qui va se passer, et on voit bien que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est mis en péril par des idéologies complètement incroyables, du genre, il faut faire les diagnostics là, parce que les gens sont spécialistes, et ceux comme moi qui sont profs, on sait bien que dans les centres ressources, des soi-disant hyper spécialistes compétents, qui c'est qui est ? C'est les internes qui sont en train d'apprendre. Alors, les centres experts, mon cul, oui. Hein. Bon. Donc, c'est très important de bien penser que le diagnostic, c'est fait pour prendre en charge quelqu'un. C'est pas fait pour faire un diagnostic, pour faire de la recherche. Que ça serve à la recherche, bien entendu, mais c'est pas fait pour ça. Le diagnostic, c'est fait pour dire cette personne-là a besoin de telle prise en charge. Et je vais m'engager, moi, qui ai fait le diagnostic, à la prise en charge. Et si, parce que je suis dans un CMP de déserts médicaux actuels, puis que je suis un peu hésitant, que je me dis, oh, quand même, je ne suis pas assez fort, j'aimerais bien voir l'avis d'un copain pour savoir si le diagnostic que j'ai posé est le bon, je demande au copain de voir le patient, je lui adresse. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que tout le monde aille au centre diagnostic, parce qu'à ce moment-là, la rupture éthique est fondamentale. Et les patients ne s'y trompent pas. Ils vont voir quelqu'un, puis disent « il m'a envoyé là, mais je ne sais pas pourquoi, il m'a donné un courrier gros comme ça, mais moi je ne comprends pas ce qu'il a écrit, il m'a envoyé là, il faut que je sois soigné là ». Mais il n'y a pas de suivi dans la tête des gens qui ont ces diagnostics puis ces indications de soins. Alors il me semble que dans la psychiatrie de secteur, c'est au contraire ça,
Et je rappelle que le concept fondamental de la psychiatrie de secteur, c'est la continuité des soins. Et à l'époque, les hauts fonctionnaires, c'était des gens qui voulaient réfléchir, non pas tout seuls à la place des psychiatres, mais avec les psychiatres. Et la continuité des soins, ça a été inventé par Madame Mameley, qui était une haute fonctionnaire du ministère, qui entendait Tosquelles, Daumaison, enfin tous ces gens qui pensaient la mise en place du secteur, et qui disaient comment est-ce qu'on pourrait traduire en langage administratif le concept de transfert de Freud. Et Madame Mameley avait dit, on ne va pas mettre transfert dans la circulaire, ça ferait désordre. Bon, d'accord. Mais enfin, on pourrait mettre continuité des soins. Parce que comme ça, vous pourriez suivre les patients tout le temps dont ils ont besoin, le temps du transfert. Bon, c'était génial, ça. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que c'est foutu, c'est obsolète, que c'est pas scientifique, que c'est pas EBM? D'ailleurs, les gens disent pas EBM, maintenant, vous savez, ils disent IBM. Bon, vous savez pourquoi, hein? ChatGPT. Bon, donc, vous voyez, il y a cette logique-là qui est à l'œuvre, et il me semble qu'il faut vraiment qu'on revienne à quelque chose qui serait une organisation qui existe, vous l'avez rappelé, c'est toujours la loi, et il suffirait de la conforter, et il suffirait que nos gouvernants, chargés de toutes ces questions, arrêtent de ficher le bazar dans la santé en France, avec toutes leurs histoires de ces psychanalytiques. Enfin bon, il y avait Claire Compagnon qui était déléguée interministérielle, qui a fait le truc des bouquins. Maintenant, il y a Étienne Pau. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire que Claire Compagnon. Mais c'est pire que Claire Compagnon. Il est allé à Bordeaux, il a dit « J'ai la mission de supprimer tout ce qui est psychanalytique dans votre région ». Enfin, quand même, un délégué interministériel qui dit des choses comme ça, c'est quand même insupportable, non? Bon, donc, si vous voulez, il me semble qu'il faut vraiment aller vers quelque chose qui serait un retour à l'organisation de base qui est déjà dans la loi, et avoir la force, les uns et les autres, de se mettre autour d'une table et de penser ensemble les articulations nécessaires entre génétique, neurosciences, psychopathologie, anthropologie et consorts. Et tout ça sous l'égide du politique. Et il me semble que là, à ce moment-là, les psychiatres, ils reviendraient évidemment dans ce champ-là. Moi, j'en vois beaucoup d'internes, puisque je suis prof, j'en ai vu beaucoup, des centaines d'internes à Lille. C'est la région où il y a le plus d'internes qui vont. Les internes qui me disent, moi, je suis vraiment intéressé par les neurosciences. Je dis, alors, c'est bien, vous allez venir en psychiatrie? Non, je vais faire des neurosciences, je vais en neurologie. Voilà ce qu'ils disent, les internes qui sont intéressés par les neurosciences. Ils ne viennent pas en psychiatrie, enfin. Qu'est-ce que c'est que ces rigolades? Bon, donc, il me semble qu'il y a là quelque chose de très important à bien considérer, qui coûterait pas cher, parce que ça existe déjà. Il suffirait de conforter les équipes de secteur qui font déjà le boulot de façon assez remarquable à chaque fois qu'ils peuvent, et puis d'arrêter de dire que ce qu'ils font, c'est nul parce que c'est pourri par la psychanalyse. Voilà les discours de l'État en ce moment auprès des équipes et auprès des associations de familles. Donc il ne faut pas s'étonner que les jeunes Jedi de la psychiatrie, ils se disent, quand ils choisissent l'internat, oh là là, des ennuis avec les associations de parents d'enfants autistes, des ennuis avec l'ASE, des ennuis avec... Oh non, je vais faire neurologie, ou dermato, parce que c'est issu du même tissu embryologique, vous le savez, la peau et le cerveau. Bon, donc c'est très important. Et donc, il me semble qu'il faut faire l'éloge aujourd'hui de la complexité en psychiatrie, au sens d'Edgar Morin. C'est-à-dire, on est dans un monde dans lequel, vous l'avez dit l'une et l'autre, c'est éclectique, c'est des logiques abductives, comme disait Sander Peirce. Ce n'est pas des logiques déductives, contrairement à ce qu'on nous fait penser. On n'arrête pas de nous dire, depuis le DSM-3, ça y est, on a trouvé les marqueurs de la schizophrénie et de l'autisme, ça y est. Non, vous ne les avez pas encore trouvés. Oui, non, mais demain. DSM-3, DSM-4, déjà, et ça devait être les marqueurs. DSM-5, ça y est, on les a... Pas tout à fait encore. Oui, mais demain. Et alors, on nous fait une promesse comme ça, avec une prophétie autoréalisatrice des neuroscientifiques et généticiens, et on attend toujours ça. Parce que dans le cabinet de consultation, il n'y a rien qui a changé depuis l'Argactyl. Enfin bon, des petites améliorations, je suis d'accord. Je me suis tenu au courant aussi des médicaments, bon d'accord. Mais enfin, pas des révolutions sur le plan des médicaments. Pourquoi est-ce qu'on attend des seuls médicaments des révolutions? Les dernières résolutions de l'HAS pour l'hyperactivité, vous avez vu, prescrivez de la Ritaline. Tous les gamins qui sont sous Ritaline, actuellement, il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'il y en ait plus. Parce qu'il y en a plein qui sont agités et il faudrait absolument qu'ils soient sur Ritaline. Non, mais que la HAS, il faut déjà oser s'appeler Haute Autorité de Santé. Bon.
que la HAS prescrive des choses pareilles, mais vraiment, c'est invraisemblable dans notre monde actuel. Les Ritaline, moi j'ai fait pendant 15 ans des consultations conjointes avec le prof de neuropédiatrie du CHU de Lille et moi, prof de pédopsychiatrie. Ensemble, on recevait un gamin qui a une hyperactivité avec une dépression. Et ensemble, on essayait d'examiner ce gamin, de comprendre ce qui se passait dans la famille, etc. Et les parents, on voyait bien, nous accompagner en fabriquant, avec nos deux positions différentes mais complémentaires, la théorie de la maladie de leur enfant. Et quand à la fin on disait, bon, peut-être là, puisque c'est une vraie hyperactivité, pourquoi pas de la Ritaline, mais il faut aussi l'accompagner sur le plan psychothérapique. La Ritaline ne va pas suffire. Ben, les parents étaient tout à fait partants parce qu'ils avaient compris pourquoi on disait ça. Donc vous voyez, il me semble que dire c'est les médicaments ou rien, ou c'est les stratégies éducatives ou rien, la psychothérapie c'est obsolète dehors. Enfin bon, moi j'ai fondé à Lille un institut de formation à la psychothérapie psychanalytique d'enfants et d'adolescents qui marche. Il y a plusieurs étudiants qui viennent depuis maintenant une quinzaine d'années. Grâce à un type de l'ARS qui avait été sensible à nos arguments, il faut quand même le dire, ben, c'est quelque chose qui est très important. On voit bien qu'il y a à la fois la nécessité d'être très bon sur le plan médical et de savoir que quand il y a une maladie neurologique, ben, faut faire le diagnostic et puis donner le traitement qu'il faut, etc. Mais ça ne suffit pas dans la plupart des cas. Il faut aussi qu'on puisse accompagner ça de façon toute humaine. Et pourquoi est-ce que ces choses deviennent d'un seul coup non complémentaires? Alors il y a un grand argument de Toscaïès, les rapports complémentaires venu d'un Belge qui s'appelle Dupréel. C'était déjà une première ébauche de ce qui a été peaufiné par Edgar Morin sur la complexité. C'est-à-dire, tout seul, je ne vais pas y arriver, j'ai une vérité pour moi, d'accord, mais enfin, d'autres ont d'autres vérités. Essayons chacun de partager nos vérités et les sous-ensembles de connaissances auxquels on appartient, essayons de les articuler pour produire des effets concrets au service des patients, qu'ils soient petits ou grands. Et il me semble que si on a le respect qu'on doit aux professionnels, alors ces professionnels ont le respect qu'ils doivent aux patients. Mais pour ça, il faut que les gouvernants aient le respect vis-à-vis des professionnels. Sinon, ça ne marchera jamais. Voilà. Merci beaucoup, Pierre de Lion. Vous pourrez poser toutes vos questions après la dernière intervention d'Isabelle Sabalim, qui va nous décrire comment, malgré toutes ces résistances et tous ces blocages, elle parvient à travailler encore je sais même pas comment je fais, là. à Sainte-Anne avec les adolescents. Ça marche. Oui, ça marche. Je pense que là, je suis en train de vivre mon pire cauchemar. Parler juste après Pierre de Lion. Même dans mes cauchemars les plus fous, je pense que voilà, ça n'arrivait pas. Voilà, donc quand Kevin Iridji m'a contacté pour participer à la chaire de transformation des politiques publiques, ma première réaction a été de lui dire non. Parce que théoriser, c'est pas trop mon truc. Il m'a justement répondu qu'il avait invité des grands intellectuels et qu'il avait besoin d'une personne qui explique comment on fait ça en pratique. Donc bon, je dois avouer, j'étais pas complètement rassurée. Mais je vais alors essayer de vous expliquer en 10-15 minutes comment on monte une nouvelle unité dans le domaine qui est le mien, la pédopsychiatrie, dans un contexte de pénurie. Donc moi, je suis pédopsychiatre depuis un peu plus de 20 ans. Et j'ai commencé d'abord dans le 93, en Seine-Saint-Denis, dans une unité d'hospitalisation pour adolescents pendant 9 ans. Et puis ensuite, je suis allée rejoindre l'hôpital Sainte-Anne en vue de monter une unité d'ados. Et à l'époque, c'est-à-dire avant le Covid, il fallait être extrêmement patient. On a eu avec l'ARS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ARS c'est l'Agence régionale de santé. C'est eux qui donnent leur accord, notamment pour le financement de nouvelles structures, de nombreuses réunions pour s'accorder sur ce projet. Et alors que j'étais arrivée en 2008 même, ce n'est que fin 2019 que nous avons obtenu le financement. 11 ans, c'est long. C'est très long. Donc pendant ce temps, dans le pôle où j'ai eu finalement la chance de boucher les trous, et ça a été une chance parce que j'ai pu découvrir quasiment tous les types de soins que peut offrir la pédopsychiatrie, unité d'hospitalisation de semaine, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, hôpital de jour, les fameux centres diagnostiques dont le professeur de Lyon a parlé, centre médico-psychologique et aussi le médico-social parce qu'il y avait un ITEP qui était rattaché au service à cette époque. Et j'ai beaucoup appris. J'ai pu voir les avantages, les limites et l'organisation parfois rigide et cloisonnée. Et ce qui me rendait dingue,
et continue à le faire, c'était la lourdeur de l'adressage aux collègues, que je compare un peu au mercato au foot. C'est-à-dire que pour adresser en psychothérapie, bon, il fallait attendre bien sûr le temps de la synthèse pour présenter la situation. Et donc exactement comme le mercato, en mai-juin, les places se libéraient et il fallait vite faire ses demandes. En septembre, sur un malentendu, genre un créneau horaire qui ne correspondait pas pour une famille et qu'elle ne pouvait pas honorer, il restait 1 ou 2 places. Mais en octobre, quand la bise fut venue, plus une place en psychothérapie, en orthophonie, en psychomotricité. Et dans le CMP où je travaillais, les consultants se retrouvaient seuls, avec des prises en charge complexes, sans aucun autre professionnel avec qui partager la situation. Pourtant, j'avais pu expérimenter avec une psychomotricienne qui, contre tablette de chocolat, avait accepté de prendre en charge sur son temps de rédaction 1 ou 2 jeunes en crise, comment une prise en charge intensive, pluri-hebdomadaire, permettait de dénouer des situations explosives. J'avais aussi remarqué qu'il fallait qu'elle les reçoive sur un temps que j'étais présente au CMP et immédiatement disponible au cas où. Alors j'ai demandé au CATTP, qui était rattaché au CMP où je travaillais, s'il pouvait réserver 1 ou 2 places sur du temps court. Mais on m'a répondu que les ados instables déséquilibreraient les groupes déjà fragiles et qu'un temps court n'était pas suffisant pour soigner. Voilà. Et la crise Covid est arrivée. Et pendant le confinement, comme on dit précédemment, les passages dans les SAU pédiatriques pour toutes les pathologies ont diminué, toutes, sauf une, les pathologies pédopsychiatriques, qui sont restées au même niveau pendant la pandémie. Et à la levée du confinement, une vague de jeunes filles ayant fait une tentative de suicide ou ayant des idées suicidaires a submergé notre système de soins déjà très fragile. Et donc à la rentrée 2020, le CMP où je travaille est débordé. Nous devons absorber, en plus de notre file active, 2 à 3 patients par semaine adressés par les urgences. Ces patients nécessitent des soins que nous n'avons pas. Il faut les recevoir de manière très rapprochée. Et à ce moment-là, ma chef de service de l'époque, qui maîtrise le langage technocratique, me dit « Isabelle, on ne peut pas ouvrir l'unité d'hospitalisation pour laquelle j'avais eu le financement, puisque en raison de la pandémie, les travaux n'avaient pas débuté. Pourquoi tu ne proposes pas un projet en mode dégradé ?» Moi, je ne comprends pas. Je ne veux pas faire des soins abîmés, moi. Elle m'explique, parce que j'ai besoin d'explications. En mode dégradé, c'est-à-dire sans lit. Et là, l'idée de ma structure idéale quand j'étais au CMP refait surface. En 2 soirs, j'écris le projet de ce que j'appelle ATTRAP, pour accueil temporaire rapide pour adolescents parisiens. Ma structure idéale de crise pour les ados. Un agenda ouvert, c'est-à-dire on reçoit le patient, on peut l'inscrire immédiatement dans les prises en charge. Des soins pluri-hebdomadaires immédiatement disponibles, minimum 3 fois par semaine. Un travail pluridisciplinaire, infirmière, éducatrice, psychologue, pédopsychiatre, et 3 temps différents pour voir l'ado sous toutes ses facettes, un entretien individuel, un entretien familial et un temps de groupe minimum par semaine, avec une prise en charge en binôme, car pour recevoir des ados en crise suicidaire, à 2, c'est mieux. Un lien étroit avec les familles, avec donc cet entretien hebdomadaire, et un seul mail, un seul téléphone pour être facilement joignable. Quand j'écris ce projet, j'ai déjà 11 ans de réunions ARS derrière moi. J'envoie le projet en octobre 2020. Je n'ai jamais eu de réponse ARS aussi vite de ma vie. Alors que j'avais dû attendre 11 ans pour obtenir le financement de l'unité d'hospitalisation, il n'a fallu que de quelques semaines pour avoir le feu vert. On a leur aval en novembre, le financement en janvier, et on ouvre le 1er avril 2021, le temps de recruter l'équipe. Ah, l'équipe. Bah, comme pour tout métier, encore plus dans les métiers de soins, tout repose sur l'équipe, c'est-à-dire les gens qui la composent. Et j'ai eu la chance de recruter 4 personnes exceptionnelles, car engagées, compétentes et n'ayant pas froid aux yeux. Car il en faut du courage pour recevoir chaque jour des jeunes filles qui, pour près de 80%, ont des idées suicidaires ou ont fait une tentative de suicide, et les prendre en charge en ambulatoire. C'est le travail sans filet. Et en fait, nous construisions notre propre filet de sécurité avec la possibilité de les recevoir tous les jours si nécessaire. Alors vous allez me dire, mais si vous n'aviez pas proposé de travailler en binôme, ce n'est pas 100 ados que vous auriez pu recevoir en année, c'est le double. Eh bien non, j'aurais pas pu en recevoir le double. Car ces situations de crise, si vous êtes seul, elles angoissent les équipes. Elles les auraient amenées à demander l'avis du médecin systématiquement. Or, comme je ne vous l'ai pas dit, il n'y avait qu'un seul médecin à l'ouverture d'ATTRAP. Donc, recevoir en binôme a de nombreux avantages. Bien sûr, se sentir moins angoissé, mais aussi partager un point de vue, permettre la mise en lien, la mise en récit, s'étayer l'un l'autre, se former au contact des autres professionnels. Alors, quand j'ai présenté le modèle d'ATTRAP aux autres services de pédopsychiatrie, on m'a dit « Ton idée, elle est super, Isabelle, mais dans 2 mois, tu seras bloquée avec tous ces patients. »
Alors c'est vrai que l'adressage vers le CMP est une vraie gageure. C'est vrai que proposer des soins aussi intensifs n'est que rarement proposé dans les CMP. Mais justement, je suis intransigeante sur le rythme de 3 rendez-vous par semaine et des entretiens familiaux hebdomadaires, car quand la crise est apaisée, les ados et les familles ressentent le besoin de voir des psys de manière plus normale, c'est-à-dire espacée. Et après, quand ça marche, il faut pérenniser. Ben oui, parce que vous pensiez que c'était pérenne ? Ben non. Non, l'État, c'est pas comme ça, il donne pas de l'argent comme ça. Ben non, Attrape a ouvert sur le financement de la future unité d'hospitalisation. Donc la fin de la pandémie a permis le début des travaux et la livraison de l'unité d'hospitalisation est prévue pour l'été 2023. Et avec son ouverture, la fermeture d'Attrape. Je dois avouer que j'ai alors tout fait pour médiatiser ce que mon équipe accomplissait à Attrape. Nous n'avons reculé devant aucun sacrifice. France Info, France Culture, Télérama, Elle, Brut. Attrape a été pérennisé et son effectif doublé après avoir répondu à un appel d'offres de l'ARS en 2022 où l'on a démontré son intérêt en regard du faible coût par rapport à une unité d'hospitalisation temps plein. Et je souhaite dire quelque chose. Je trouve tout à fait normal de rendre des comptes et de justifier les dépenses que nous faisons avec l'argent public. Cela ne me choque pas, du moment que ça n'interfère pas avec la manière de soigner. Car il faut, en tant que chef de service, voir les patients énormément, manager les équipes quotidiennement, écrire un peu, présenter les modèles auxquels on croit et chercher de l'argent tout le temps. Dans cet appel d'offres, je me rappelle avoir utilisé des mots que ma sœur, qui a un travail normal après une école de commerce, ne renierait pas. Fluidifier les parcours, réduire les inégalités territoriales, intervention brève mais intensive, réduire voire surseoir à une hospitalisation, préserver les ressources hospitalières pour les situations les plus complexes. J'avais appris à joindre l'utile à l'agréable, l'économique aux soins, mais surtout à percevoir l'intérêt d'une structure qui ne soit pas totipotente, qui laisse de la place au tissu familial, amical, scolaire, bref, les bienfaits du manque et de notre incomplétude. Mais ça n'allait pas totalement. Je me rendais compte que pour les situations les plus lourdes, avec des adolescents déscolarisés, les temps de soins n'étaient pas assez longs. Alors quand à 4 mois de l'ouverture de l'unité d'hospitalisation début 2023, j'ai compris qu'aucun médecin ou infirmier n'allait me rejoindre, j'ai eu l'idée du dispositif 10-15. Même principe qu'Attrape, des soins courts et intensifs, mais plus longs, 3 demi-journées et d'une durée de 3 mois, et sur les demi-journées de 3 heures, un temps d'accueil, des ateliers thérapeutiques, des entretiens individuels, des temps infirmiers, toujours un entretien familial hebdomadaire. Une grosse équipe avec un seul médecin, car pour ouvrir 10-15, j'ai quitté Attrape que j'avais rejoint pendant 1 an et demi. Alors comment ça marche ? 2 unités ambulatoires de crise avec aussi peu de temps médical ? Avec des équipes formidables. Avec un travail en binôme et un emploi du temps militaire, un agenda partagé par l'ensemble de l'équipe et une organisation où l'ensemble des soignants rencontrent l'adolescent, mais sur des temps différents, individuels, en groupe ou familiaux, et où chaque vécu de soignant est précieux. Je vais vous raconter une anecdote. Un matin, j'échange autour d'un café avec une éducatrice qui, comme moi, sait que 9h, c'est 8h30, autour de la situation d'une jeune fille qui met l'équipe en difficulté car elle se fait du mal dès qu'elle n'est plus sous notre regard. On a mis en place le mode porte-bébé, c'est-à-dire que l'on se passe le relais en binôme pour être toujours attentif à elle, surtout dans les moments de transition. Je lui dis alors que je commence à me sentir rassurée car grâce à la prise en charge en équipe et de moins en moins angoissée. Elle me regarde étonnée. « Mais c'est nous, Isabelle, qui sommes rassurés parce qu'on sait que tu es là pour l'évaluer et agir si besoin. » Alors cette anecdote n'a peut-être rien à voir avec mon propos qui doit tourner autour de comment on transforme l'hôpital public, mais elle a à voir avec notre travail de soigneur, comment on porte ensemble la souffrance psychique de ces jeunes. Je pense qu'il y a 2 techniques qui marchent pour supporter ce travail, à part boire de l'alcool, suivre un protocole et ne pas trop penser, ou travailler et réfléchir en équipe. Car ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on se parle beaucoup. On a 2 temps de réunion hebdomadaires de 2 heures et des temps d'échange après chaque entretien. Mais l'aventure n'est pas finie. L'été 2024 arrive et j'arrive enfin à recruter 2 médecins pour novembre. La pression monte pour ouvrir les lits, mais je n'ai pas assez d'infirmiers. Là encore, il faut réfléchir, essayer d'innover et surtout de répondre aux besoins. Et après avoir ouvert Attrape, puis le dispositif 10-15, je vois bien que l'inquiétude du week-end, tant pour les familles que pour les soignants y vivent. Attrape est fermé les week-ends et le dispositif 10-15 n'est ouvert que les samedis matins. Alors j'aimais l'idée d'ouvrir à temps partiel, mais au lieu d'ouvrir du lundi au vendredi, on ouvrirait du jeudi au lundi. Parce que dans la semaine, j'ai 2 unités ambulatoires qui marchent bien, qui sont complémentaires. Et il y a aussi plein d'autres structures ouvertes en semaine, et l'école est ouverte aussi. Je trouve que cela répond aussi à contenir les angoisses des familles. Si vous avez eu des enfants, vous avez peut-être expérimenté qu'on va plus souvent aux urgences les soirs et les week-ends. Je présente cette idée à l'équipe de 10-15 en septembre, tremblante devant les contraintes que cela implique. Elle a dit oui tout de suite.
Et dans le service, tout le monde participe au week-end. Infirmiers, aides-soignants et médecins, mais aussi psychologues et éducateurs. Et on ouvre le 5 décembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Pour conclure, les contraintes, les limites ont été un terreau fertile pour penser autrement l'accueil de la crise, ne pas désespérer des difficultés de recrutement et faire de notre incomplétude une force. Je me permets de paraphraser un grand penseur de notre temps, Johnny Hallyday. Je te promets une histoire différente des autres, si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être, avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Merci de votre attention et un grand merci aux équipes d'Attrape et Distin, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Reconnaissance éternelle.